Descartes a dit « cogito ergo sum », je pense, donc je suis. L'homme est homme, car il possède une conscience, il est doté de raison. L'homme est homme, car il peut penser, réfléchir, et donc choisir. L'homme est homme, car il peut avoir une opinion et la partager. Et grâce à elle, il peut faire vivre sa société, faire évoluer le monde où il vit. Mais alors, si on empêche un être de penser et de savoir, reste-t-il un homme? Quelles sont les conditions pour penser par soi-même et avoir un avis sur une question? En réalité, on ne peut penser et donc agir dans la société seulement si on en connaît tous les aspects. En effet, les libertés d'expression et d'information sont au peuple, ce que les couleurs sont aux peintres. Elles sont fondamentales si on veut être libre dans ses choix. On ne peut pas se forger un avis personnel si on ne dispose que d'un seul point de vue. De même que l'artiste ne peut diversifier sa palette s'il ne dispose que d'une seule couleur. Comment ferait-il les mélanges, les nuances, les dégradés? Apparues en Occident, les libertés d'expression, d'information et d'opinion sont un des grands fondements des idées fondatrices des Lumières. En France, nous avons assisté à une bataille pour la liberté de la presse durant tout le XIXe siècle. Grâce à cela, on a abouti à une loi, celle du 29 juillet 1881, relative à la liberté de la presse. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 souligne quant à elle, dans son article 19, ses droits sur la scène mondiale. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de rechercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Pourtant, la plupart des pays qui répriment la liberté de la presse siègent à l'Organisation des Nations Unies, à l'ONU. Ont-ils oublié de lire quelques articles? Cependant, je ne dis pas que chacun, tel qu'il soit, peut ou doit absolument dire ce qu'il pense et la façon dont il le pense. En effet, la liberté de la presse, comme toute liberté, comporte des limites, à savoir la liberté et le respect des autres. Mais je vous parle ici de la presse d'investigation, c'est-à-dire celle définie par l'article 19.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. La liberté de rechercher, de recevoir et de répandre les informations et les idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen. Celui qui s'exprime au travers de cette presse porte-t-il préjudice délibérément à un individu ou à un groupe? Ou bien incite-t-il à la haine ou à la violence pour que cette liberté soit réprimée? Bien évidemment, vous dira-t-on, ils incitent à la révolution, au crime. Ils tuent leur propre patrie de l'intérieur en la critiquant. Ou plutôt, leurs propos portent le plus grand tort aux tyrans qui souhaitent avoir l'emprise la plus totale sur le pays et sur son peuple. Leurs propos permettent à la nation de voir son manège, de comprendre, de penser, donc de s'exprimer. Alors certes, pour eux, il est parfaitement logique et normal d'enfermer les journalistes, de bafouer les libertés de la presse. Mais pensez-vous vraiment que les 66 journalistes morts en 2011 le méritaient? Ils meurent en moyenne par an. 62 journalistes et 9 collaborateurs depuis 2002. En Chine, en Érythrée, en Birmanie, en Iran, au Vietnam, à Cuba, en Russie, partout dans le monde, on opprime les journalistes et les nets citoyens. C'est-à-dire des militants sur Internet, des webmasters de forums, des auteurs de blogs. Quel est l'intérêt d'un tel contrôle de l'information? Comment des pays entiers osent-ils tuer ceux qui utilisent cette liberté d'expression? Comment le font-ils avec la montée du plus grand média du XXIe siècle qu'est Internet? Bien sûr, contrôler la presse et utiliser la censure ont de tout temps été des moyens de conserver un pouvoir suprême sur un pays et sur un peuple, que ce soit dans les régimes absolus, dans les monarchies absolues ou dans les régimes totalitaires. Et même de nos jours, cet objectif persiste. En limitant ce droit du peuple, on peut le gouverner comme on le souhaite, sans craindre d'être contesté. Lorsqu'on ne connaît qu'un avis, comment peut-on le comparer et s'en forger un autre qui nous correspond? Regardez la Corée du Nord, qui, selon Reporters sans frontières, est l'avant-dernier pays dans le classement mondial de la liberté de la presse en 2010. C'est un pays totalement isolé et qui filtre toute information venant de l'extérieur. Là-bas, on peut aller en camp de concentration. Et oui, mesdames et messieurs, ces termes existent encore, pour avoir écouté une radio basée à l'étranger. Ainsi, jamais ces personnes ne pourront désirer ce qu'elles ignorent. Il y a aussi le cas de la République islamique d'Iran. 26 journalistes, 20 nets citoyens, tous emprisonnés à ce jour. Ce pays se situe parmi les derniers pays en matière de liberté de la presse, tout comme la Corée du Nord. C'est la plus grande prison à journalistes du Moyen-Orient.
Et il y a aussi le cas de l'Érythrée, qui est le dernier pays dans ce triste classement. Depuis 2001, le pays ne comporte plus aucun journal d'opposition. Tous les journalistes publics sont forcés à cracher la propagande d'Issías Afwerki. Et ceux qui la critiquent sont arrêtés pour atteinte à la sécurité nationale. Quoi de plus justifié? C'est bien connu, la critique, voire l'autocritique, c'est mauvais, et ça ne fait avancer personne. 34 journalistes emprisonnés à ce jour. On ne sait combien sont morts dans des circonstances douteuses au fond de leurs cellules. Pourtant, personne ne se rebelle. Contrôler la presse permet donc aussi d'éviter toute révolution. Saviez-vous qu'en Chine, il existe un organisme gouvernemental chargé de contrôler et de limiter les agissements de l'individu sur Internet? La Chine est un des principaux ennemis d'Internet. 70 personnes y sont enfermées pour avoir tenté d'exercer un droit fondamental. L'anonymat y est interdit sur le web. Les réseaux sociaux sont surveillés. D'ailleurs, par crainte de contagion, sans doute, les mots Égypte ou encore Tunisie, tout comme beaucoup d'autres, sont interdits en Chine depuis janvier 2010. Internet est contrôlé pour éviter que le peuple ne s'inspire de ce que le monde a connu ou connaît, pour éviter qu'il ne tire des leçons des erreurs de l'histoire, pour éviter qu'il ne se révolte pour une vraie démocratie, pour défendre ses libertés. Car l'actualité a récemment montré que le pouvoir d'Internet était capable de renverser non pas un, mais 2 pays. Aujourd'hui, la toile est un lieu d'expression nouveau. Sans cesse, on y lit des articles, on commente des idées en ligne, on s'exprime sur des forums. Bref, l'expression est partout. Le danger démocratique peut surgir de tous côtés. Car oui, on peut opprimer un individu. Oui, on peut enfermer un individu. Mais non, on n'enfermera ni opprimera jamais une nation entière. Alors, on pourrait croire que l'Europe, et donc l'Occident, sont exempts de reproches et qu'on y est totalement libre. Eh bien, nous aurions tort. Car si l'Autriche, la Norvège, la Finlande, les Pays-Bas, la Suède, l'Islande et la Suisse sont premiers ex aequo au classement de Reporters sans frontières en 2010, d'autres pays européens se retrouvent bien loin. L'Italie, par exemple, n'est que 49e, ex aequo avec le Burkina Faso. Italie, pays membre du G8, classé 49e au classement mondial de la liberté de la presse. L'Europe n'est plus l'exemple qu'elle était. La Grèce et la Bulgarie se retrouvent 70e avec le Kenya et le Bénin. Et en ce qui concerne la France, le berceau des Lumières, des pensées éclairées du XVIIIe siècle, le pays de Diderot, Voltaire et Montesquieu, n'est que 44e. Pourquoi? On force des journalistes à citer leurs sources, on concentre les médias. Les pouvoirs publics méprisent les journalistes et leur travail. On les convoque devant la justice. Tout ceci est inquiétant. Car si l'Occident souhaite donner l'exemple et donner accès à l'information au monde, il faut d'abord qu'il soit lui-même totalement exempt de reproches. Et c'est pourquoi nous devons nous battre pour défendre notre liberté de presse, notre liberté d'information, notre liberté d'expression. 310 personnes au moins sont enfermées pour avoir osé parler. 34 journalistes en Érythrée, 25 en Birmanie, 46 journalistes et nets citoyens en Iran, 100 en Chine. Et parmi eux se trouve un homme, Liu Xiaobo, militant de la paix chinois, enfermé une énième fois en 2008. Cet homme avait simplement osé publier sur Internet la charte 08, dans laquelle il proposait des réformes démocratiques pour la Chine. Grand militant pacifiste, il a toujours prôné la non-violence lors de cas, comme celui du Népal. Et c'est pourquoi, le 18 janvier 2010, il est nommé pour le prix Nobel de la paix. Tous les regards se tournent alors vers la Chine. Des organisations non gouvernementales comme Amnesty International ou Reporters sans frontières, ainsi que des personnalités comme le Dalai Lama, le Premier ministre japonais Naoto Kan, Hillary Clinton ou encore l'honorable Václav Havel ont appelé à sa libération. D'autres, tels Barack Obama, Navi Pillay au nom de l'ONU, José Manuel Durán Barroso au nom de l'Europe, ont souligné l'importance de ces actes pour la Chine et pour le monde. En Chine, ces messages ont été filtrés, censurés, on interdit à la presse d'en parler. Quelques années plus tôt, en 2006, en Russie, nous avons assisté au meurtre d'une grande journaliste, Anna Politkovskaya. Grande opposante au régime de Vladimir Poutine, elle enquêtait et dénonçait sur les crimes commis par l'armée russe en Tchétchénie. Le 7 octobre 2006, elle est assassinée, tuée par 4 balles et retrouvée morte dans la cage d'escalier de son immeuble. Une des rares personnes qui osait parler et qui montrait au monde la face cachée des campagnes en Tchétchénie est morte. La Fédération internationale des droits de l'homme, Amnesty International, Reporters sans frontières, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, tous ont montré des signes de tristesse, mais aussi de colère.
La mort d'Anna Politkovskaya est une grande blessure pour la liberté de la presse et montre que, malgré les efforts, malgré la pression internationale et tous les autres moyens dont l'humanité dispose, ce n'est pas suffisant. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de venir là devant vous pour dire que non, la liberté d'expression n'est pas un acquis et que trop de personnes sont encore enfermées. Et c'est pour qu'elle soit libre, pour que ces individus et peuples puissent s'exprimer, que je me dresse aujourd'hui devant vous. C'est pour qu'Anna Politkovskaya ne reste pas dans l'oubli. C'est pour que Liu Xiaobo puisse aller chercher son prix Nobel comme il le mérite. C'est pour que la journée mondiale de la presse prenne tout son sens, que je fais appel à votre humanité. Je m'exprime aujourd'hui au nom de ceux qui ne peuvent plus rien dire, au nom de ceux qui sont voués au silence, mais aussi au nom de ceux qui se battent et meurent pour faire vivre nos libertés, pour nous informer. Il existe des textes fondamentaux à respecter. Puissent ces peuples entendre ma voix. Je m'informe, donc je suis.